Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette visioconférence qui va nous amener à regarder ensemble la relation France-Québec et comment cette relation transatlantique pourrait demain aider Haïti. Cette conférence est ouverte à tous et nous allons débattre ensemble, imaginer l'avenir de cette relation triangulaire. L'occasion pour moi aussi de vous présenter des préconisations d'un carnet de voyage, trajectoire du plan école au business plan. Alors, j'ai voulu articuler ce propos en apportant le regard d'un membre actif d'une commission, commission franco-québécoise des lieux communs de mémoire, qui est un organisme bilatéral qui, chaque côté de l'Atlantique, rassemble des bénévoles et qui s'intéresse à l'histoire commune qui existe des deux côtés de l'Atlantique, qui peut être vue dans un sens extrêmement large, puisque lorsqu'on regarde la relation franco-québécoise, il y a derrière énormément de communautés, de chemins de mémoire liés aux apports extérieurs de diaspora qui se sont aussi intégrés dans ces grandes migrations transatlantiques et qui participent à une grande histoire dans laquelle s'ajoutent de nombreuses communautés qui ont eu aussi une part importante dans cette histoire. Vous dire que de grands personnages ont accompagné cette relation transatlantique. Ici, vous avez le monument funéraire de Philippe Chabot, dont le gisant est conservé au Louvre, à Paris. Et ce grand mécène de la Renaissance a financé les expéditions de Jacques Cartier à la découverte du Canada en 1534. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, ces chemins de mémoire se réinventent, à la fois au contact de régions littorales qui ont été des points de départ vers la découverte de ce nouveau monde, Normandie bien sûr, Bretagne, mais je pense aussi de manière beaucoup plus profonde vers l'Anjou, le Berry. Et Philippe Chabot a été un grand personnage de Busançais qui a été le ministre des Choses de la Mer de François Ier et qui a été un formidable mécène du Berry qui va aider beaucoup de navigateurs, en particulier navigateurs malouins, je pense à Jacques Cartier, à aller sur la route du secret de Terre-Neuve et explorer des îles, le golfe du Saint-Laurent, trouver de nouvelles routes maritimes et à l'époque un passage vers la Chine. Alors, vous voyez que cette route, aujourd'hui, le secret de Terre-Neuve, cette pêche morutière a essaimé dans tout l'espace, y compris celui de l'Atlantique Nord, avec les nombreux échanges qui existent en direction de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon et même, comme vous le voyez ici aussi, dans l'Atlantique Nord. Avec bien entendu des ports qui conservent une mémoire exceptionnelle autour de cette histoire, en particulier Honfleur avec Samuel de Champlain. Ce qui est intéressant et comment voir demain cette relation France-Québec, c'est le prisme de cette double ouverture au monde qu'un acteur de la francophonie avait très bien identifié, c'est Bourguiba. Bourguiba qui avait fait une intervention extrêmement intéressante à l'Université de Montréal en justement mettant en exergue toute l'importance de cet empire de l'esprit et de l'intelligence sur lequel le soleil ne se couche jamais, l'univers francophone. Et ce grand intellectuel tunisien a effectivement très vite compris les jeux d'acteurs, les synergies à imaginer dans cet espace francophone, dans cet espace de la francophonie des Amériques. Alors aujourd'hui, peut-être que ce message est aussi un formidable incubateur de l'engagement, puisque de grandes personnalités haïtiennes ou d'origine haïtienne s'investissent sur le sol nord-américain, sont actives au cœur
du débat politique, parlementaire, de grandes institutions. Je pense en particulier à l'Assemblée nationale du Québec, l'hôtel du Parlement, cette colline parlementaire qui a pu entendre des grands débats animés par Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle actuelle du Québec, et qui a occupé de brillantes fonctions, qui est issu aussi d'une famille extrêmement brillante, d'intellectuels, avec son père, Georges Anglade, qui était l'un des fondateurs du département de géographie de l'Université du Québec à Montréal. Ce qui montre que finalement, la communauté haïtienne est aussi porteuse, à travers sa diaspora, d'un dynamisme exceptionnel, à la pointe aussi de progrès. Je voudrais ici vous parler de Sylla Laraque, Sylla le Magnifique, qui a été aussi l'inspirateur de nombreuses innovations transmanche et transatlantiques dans le secteur du tourisme, du transport aérien. Il a été le premier grand bienfaiteur, soutien de pionniers de l'aviation, et en particulier Louis Blériot. Et cet homme d'affaires qui a connu une vie assez tumultueuse, sa personnalité excentrique vont l'amener à être à la fois un personnage extrêmement créatif et au contact finalement de cette diaspora, de cette communauté mondiale de talents, de compétences, de capitaux qui finalement écrira d'une certaine façon la mondialisation des affaires, des échanges et des relations entre les continents. Échanges qui sont aussi encouragés par des programmes, en particulier, je pense au programme d'échange très intéressant, échange politique CAPFQ, qui permet à des jeunes de découvrir l'environnement institutionnel qui existe des deux bords de l'Atlantique et de se former au fonctionnement des institutions canadiennes et françaises. Et en particulier, je voudrais saluer le travail mené par un député haïtiano-canadien, Emmanuel Dubourg, qui, de sa circonscription de Bourassa, a aussi un engagement extrêmement fort pour accompagner, aiguiller, conseiller des délégations de jeunes de passage à Ottawa ou au Québec. Et ces conseils et ces préconisations sont toujours extrêmement enrichissantes pour l'ensemble des jeunes qui ont la chance d'aller à sa rencontre. Alors, incubateur de l'engagement, incubateur mémoriel, incubateur peut-être aussi des civilisations, parce que finalement, le Québec, l'espace transatlantique est au cœur d'une civilisation nordique qui va extrêmement loin, puisqu'elle associe peut-être en France une région qu'on connaît en fait assez peu autour de cet ancrage-là et qui pourtant a une richesse exceptionnelle, qui est la Normandie. Mais finalement, les civilisations, il faut aussi les voir peut-être dans un dialogue. Et ici, vous avez l'exemple de Tolède, la Tolède du Cotentin, qui est peut-être l'inspiratrice aussi d'un chemin d'incubation ou de dialogue entre les civilisations, puisque vous savez que la civilisation normande est certes une civilisation inscrite dans l'espace nordique à travers ses conquêtes, ses grandes expéditions maritimes, mais qui a été aussi très largement ouverte vers la civilisation arabe, vers la Sicile, vers le Proche-Orient. Et donc, il y a un brassage exceptionnel des origines entre terre et mer qui conjugue à la fois l'identité transatlantique avec les activités de pêche à la morue et toutes les filières de l'économie circulaire qui sont si fortes en Normandie avec la pomme, par exemple. Il y a certainement des interconnexions à trouver avec la communauté haïtienne du Québec, mais aussi plus largement des Amériques. Vous avez ici en photo Little Haïti, qui est à Miami, un point de ralliement d'artistes de la communauté haïtienne, aussi impliquée et présente que la communauté cubaine de Miami. Et cette communauté haïtienne est aussi extrêmement active au Québec. Il existe même une jeune chambre de commerce haïtienne à Montréal, d'où l'intérêt de débattre ensemble d'une dynamique transatlantique.
D'autant qu'il existe des propositions culturelles événementielles extrêmement ambitieuses. Je pense en particulier au Tout Monde Festival, porté par l'ambassade de France et son service culturel à Miami, qui veut véritablement créer de nouvelles opportunités pour les artistes contemporains de la Caraïbe, en œuvrant à la construction de partenariats entre ces artistes français, étrangers, des institutions culturelles aussi nord-américaines, et vraiment s'attacher à une meilleure connaissance de la culture caribéenne pour les générations futures et encourager peut-être demain des échanges touristiques et économiques avec la Caraïbe et le reste du monde. Ce festival est une référence à la fois parce que pluridisciplinaire, une riche programmation qui associe à la fois des courts-métrages, des performances, des ateliers pour la jeunesse, des tables rondes professionnelles, expositions, spectacles de danse, de musique, de théâtre et défilés carnavalesques. Ce qui est intéressant dans ce genre de propositions culturelles, c'est que ces animations événementielles reposent et sont fortement stimulées par l'importance des réseaux, et en particulier l'importance de la diaspora. Et c'est peut-être quelque chose qui est essentiel aujourd'hui dans le monde que nous vivons, autour de ce nomadisme culturel, de cette circulation des talents, de ces échanges et de ces transferts d'innovation. Eh bien, il y a un enjeu extrêmement fort qui est, je pense, très fort aussi dans la relation France-Québec, c'est comment brancher, comment se connecter à tous ces talents, à toutes ces diasporas, et comment imaginer de nouvelles relations triangulaires, comme finalement l'avait été ce temps des découvertes, 500 ans après que Jacques Cartier parte explorer le golfe du Saint-Laurent. Je voudrais rappeler que ce dernier s'était vu confier par François Ier la mission d'aller chercher au nord du Nouveau Monde un passage vers la Chine, à l'instar de Vasco de Gama qui, en passant le cap de Bonne-Espérance, coulait la puissance vénitienne, car d'un seul coup, les produits de Chine valaient 5 fois moins cher à Lisbonne qu'à Venise. Alors, cette force des réseaux est stimulée par aussi de grands festivals historiques. Je pense en particulier à Étonnant Voyageur, qui a eu une formule qui s'est organisée et déclinée à Port-au-Prince, en Haïti. Ça a été peut-être un formidable appel pour encourager la littérature monde à aussi pousser de nouvelles offres créatives, Festival des arts récupérateurs, des réflexions dans l'économie circulaire, des liens entre innovation et diaspora. Et toutes ces énergies et ces synergies entrepreneuriales et créatives sont peut-être aussi des moteurs demain pour aider Haïti dans l'économie circulaire, développer ce parcours entre les disciplines. Beaucoup de femmes en particulier jouent un rôle, je pense à des navigatrices comme notamment Hélène MacArthur, qui a une fondation dédiée autour de l'économie circulaire. Il y a dans cette dynamique, ce tandem du plan école au business plan, beaucoup d'idées qui sont mises en valeur, notamment dans un carnet de voyage que je vous invite à découvrir et qui vise véritablement à explorer de nouvelles opportunités, qui aborde des idées ambitieuses en matière de financement innovant, notamment une Youth Bank, qui serait une structure de mise en relation entre des porteurs de projets innovants et des investisseurs locaux, internationaux, mais qui mobiliserait également la diaspora. Il y a aussi des propositions ambitieuses en matière de mentorat. On a tous besoin de mentors, de parrains. On a besoin aussi de stimuler vers le désir d'entreprendre, l'expérience entrepreneuriale, d'où peut-être l'idée de développer des baby-entreprises qui pourraient poser le socle d'une fondation pour l'économie circulaire et qui demain, je pense, aidera Haïti à être de nouveau une terre où les élites de l'île seront en capacité d'imaginer un nouveau futur entre science et nature, avec peut-être de nouveaux véhicules d'investissement, un nouveau modèle peut-être de philanthropie où la science et l'art soient développés avec tous les progrès du temps, car Haïti a été une île extrêmement avancée, un laboratoire d'inspiration. Et il est heureux, grâce à la relation France-Québec, qu'aujourd'hui, nous puissions marcher aussi sur les traces des pionniers, des fondateurs de ces échanges transatlantiques extrêmement riches. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose maintenant d'en débattre ensemble.